En 1928, la France est en finale de Coupe Davis, la plus prestigieuse des compétitions internationales, composée de joueurs légendaires, les 4 mousquetaires. Face aux Américains, ça part mal. Premier match perdu en 5-7, c'est rattrapable, il y a 5 affrontements, 4 simples et un double. Pour gagner la coupe, il faut donc au moins 3 victoires. La France remporte son deuxième et troisième match à Roland-Garros, construit pour l'occasion. Les Américains ont toujours de l'espoir, mais le quatrième match est une humiliation. Les 4 mousquetaires sont impitoyables avec leurs adversaires, 23 titres du Grand Chelem en double. Quand ils jouent seuls, c'est pareil, ils écrasent la concurrence et ne cessent de s'échanger leurs titres d'une année à l'autre. Le tennis, c'est fait d'hommes et de femmes animés par un même but, triompher. Dans des duels exigeants, ils sont prêts à tout pour surpasser leurs adversaires à chaque occasion. Alors, quelles sont les plus grandes rivalités du tennis ? Les 3 piliers. Le 23 septembre 2022 marque la fin d'une ère. Roger Federer joue son dernier match à l'occasion de la Laver Cup, un tournoi annuel qui oppose les meilleurs joueurs européens à ceux du reste du monde. Fin de la première journée, face à la paire américaine, il est associé à son grand rival Rafael Nadal. En 40 confrontations, ils ont appris à se connaître dans les pires et les meilleurs moments. Les voir côte à côte fait rêver. Le match se joue en 2-7 gagnants, personne ne parvient à prendre l'avantage, la victoire va donc se jouer dans le super tie-break, le jeu décisif. La première équipe qui marque au moins 10 points, avec un écart de 2 points par rapport à l'équipe adverse, remporte la partie. Le duo européen prend rapidement 3 points d'avance, mais les Américains sont tenaces et tiennent tête. Federer rate la balle de la victoire avant que Nadal frôle le pire en esquivant un coup américain. Cette fois-ci, l'opportunité de gagner la partie est pour les Américains, et ils la saisissent. C'est fini, Federer fait ses adieux en direct, en larmes. Tout le monde lui rend hommage, dansant notre grand rival, Novak Djokovic. Entre 2004 et la retraite de Federer, le trio a dominé le classement mondial. Seuls 3 hommes ont réussi à prendre le temps de quelques semaines la première place. Federer est le premier à intégrer le monde pro, déjà au top, numéro 1 mondial en 2004 où il rafle 3 des 4 grands chelems. Cette même année, un petit nouveau fait son apparition, Rafael Nadal. À seulement 17 ans, il le bat au tournoi de Miami. Leur première confrontation en finale de grand chelem a lieu à Roland-Garros en 2006. L'Espagnol triomphe en 4-7, remportant son premier titre. Marquant le début d'une rivalité intense avec un affrontement unique en son genre, la bataille des surfaces en 2007. D'un côté du court, de la terre battue, la surface sur laquelle Nadal préfère jouer, 72 victoires d'affilée sur celle-ci avant ce match. De l'autre, du gazon que Federer apprécie, une série de 48 victoires dessus. 1,6 million de dollars et 19 jours de préparation. Le match a lieu dans des tribunes pleines à craquer, 200 millions de personnes devant leur écran. Les joueurs sont préparés, chacun leurs 2 paires de chaussures pour avoir leur meilleur jeu possible sur chaque surface. La terre battue a un avantage, les rebonds sont plus hauts, permettant de prendre plus de temps pour ajuster sa frappe. Alors après un jeu décisif, 2 balles de match de Federer, c'est finalement Nadal qui remporte la victoire. Il faudra attendre 1 an pour assister au match qui les fera entrer dans la légende, la finale de Wimbledon 2008. 4h48 de bataille acharnée, Nadal prend l'avantage sur les 2 premiers sets avant de voir son rival revenir au score. C'est serré, l'Espagnol finit victorieux, brisant la série de 5 victoires du Suisse à ce tournoi. En y est, il n'est plus un simple challenger. Sa victoire est de courte durée, un nouveau fait progressivement irruption, Novak Djokovic. La même année, grâce à sa qualité de retour et sa capacité à défendre exceptionnelle, il bouscule le duo, remportant l'Open d'Australie et le Masters. 3 ans plus tard, il s'affirme en remportant tous les grands chelems, à l'exception de Roland-Garros. La place de numéro 1 mondial oscille alors entre le trio. Ça donne lieu à des matchs d'anthologie. En demi-finale de Roland-Garros en 2011, Federer élimine Djokovic, brisant alors la série de 43 victoires d'affilée du Serbe. 1 an plus tard, ce dernier nous offrait avec Nadal la plus longue finale d'un grand chelem, 5h53. Mais au final, qui est le plus fort? Djokovic est le meilleur en 1v1, suivi de près par Nadal qui explose Federer. Bon, en réalité, c'est nuancé. Déjà la question du terrain, sur terre battue, Nadal a un meilleur bilan de victoire face à Djokovic, mais sur surface dure, c'est l'inverse. Aussi, Federer est plus vieux que Djokovic, il a pas tant joué au meilleur de sa carrière contre lui. Pour le palmarès, c'est Federer qui est en meilleure position avec 103 titres remportés en simple, score qui sera sûrement dépassé par Djoko. Dans les plus grands tournois, c'est lui qui gère le mieux, 30 titres majeurs, dont 24 grands chelems et 6 Masters. En revanche, Nadal est le seul à avoir remporté le titre olympique en simple, mais surtout 14 fois Roland-Garros avec un incroyable bilan, 112 victoires en 115 matchs joués. Ce trio, ce sont aussi des records qui seront durs à battre pour les prochaines générations. 396 semaines au sommet du classement mondial et premier de l'histoire du tennis masculin à avoir remporté les grands chelems au moins 3 fois chacun pour Djoko. Nadal, 17 titres remportés avant ses 20 ans, 81 victoires d'affilée sur une même surface, et Federer, c'est tout aussi beau, record de victoires consécutives contre les joueurs du top 10 mondial. Plus fou, 18 finales disputées en 19 grands chelems consécutifs. Même si ça risque de prendre du temps, on a hâte de revoir une telle rivalité. Le feu et la glace.
1968, la révolution du tennis mondial a lieu, l'Air Open. Pour la première fois, les tournois du Grand Chelem vont voir s'opposer les professionnels aux amateurs. En regardant le classement, on distingue surtout 4 joueurs, des noms emblématiques du tennis, ils ont roulé sur leur sport. Parmi eux, John McEnroe et Björn Borg. Leur première rencontre a lieu lors de l'US Open 1973. McEnroe n'a que 14 ans et il est ramasseur de balles. Quand il voit Borg jouer et comprenant que le tennis va exploser grâce à lui, il n'a qu'un rêve, l'affronter. 5 ans plus tard, ils se rencontrent enfin. Borg vient de remporter Roland Garros et Wimbledon devant son public à Stockholm, pas de raison de perdre. Le premier set du match dévoile parfaitement leur style de jeu, des services précis et puissants de la part de McEnroe, un jeu agressif, destructeur quand il monte au filet. Borg ne peut que subir. Lui joue plutôt en fond de court, trouve sa force dans son revers à deux mains et son coup droit lifté. La balle prend une trajectoire bombée avant de redescendre rapidement au rebond. Le tennis de table lui a appris ça quand il était plus jeune. C'est la clim, McEnroe remporte le match en 2-7, 6-3, 6-4. L'année suivante, ils s'affrontent au tournoi de Richmond pour leur deuxième match. Après avoir remporté le premier set, McEnroe mène 5-4 dans le second. Rien ne peut lui arriver au service avec 3 balles de match. Pourtant, Borg remporte le set et finit vainqueur, renversant complètement la situation. L'américain est hystérique, il reste quelques heures seul, accablé dans sa tenue de tennis. C'est tout le caractère de McEnroe. Pendant toute sa carrière, il entretient des relations houleuses avec tout le monde, les arbitres mais aussi les autres joueurs, en venant même aux mains avec Jimmy Connors lors d'un tournoi à Chicago, qui dira d'ailleurs de lui 2 ans plus tard. Ces matchs avec Borg ne font pas exception. À la Nouvelle-Orléans, McEnroe est encore hors de lui. Le Suédois s'avance au filet et reste cool, John, c'est juste un jeu. Pas de réponse, juste un regard. Borg désamorce la situation plus tard. Après ce match, les choses ont toujours bien fonctionné entre nous, c'est ainsi qu'on est devenus potes. Borg avait lui une concentration absolue sur le court, rien ne le perturbait. 2 hommes complètement opposés, à tel point qu'on les appelait le feu et la glace. Le match qui symbolise le mieux leur rivalité est incontestablement la finale de Wimbledon en 1980. McEnroe et son pitié, seulement 27 minutes pour remporter le premier set 6-1. Borg, quadruple champion en titre, est loin de s'avouer vaincu. Il revient en gagnant les 2 suivants, il sert alors pour remporter son 5e trophée. Cette excitation lui fait sûrement perdre l'ace gagnant, permettant à son rival de remporter le jeu un peu plus tard. Pour se départager, les 2 hommes commencent le tie-break qui marquera tous les esprits. Au bout de 22 minutes, c'est McEnroe qui gagne le tie-break, finalement perdant du match, qu'importe, c'est sa ténacité qui restera dans les mémoires. Il aura l'honneur de prendre sa revanche lors de leurs 3 autres finales de Grand Chelem. Au total, ils ne se sont affrontés que 14 fois, avec 7 victoires chacun en 3 ans. L'un et l'autre ont gagné tous leurs titres du Grand Chelem avant l'âge de 25 ans, écrasés ensuite par la pression de leur sport. Ils ont propulsé le tennis dans une nouvelle ère, Borg devenant la première vedette moderne, attirant de nouveaux pratiquants. Comme une rockstar, le monde entier le connaissait. En McEnroe, il a trouvé l'adversaire idéal. Leur opposition dépassait le court, avec 2 visions distinctes qui ont poussé le tennis dans une autre dimension. À la télé et dans les journaux, le monde entier les évoque. Aujourd'hui, leur rivalité perdure grâce à la Laver Cup dont on vous a parlé, Borg et McEnroe étant respectivement capitaines des équipes européennes et du reste du monde. Les reines du court. En 2020, avant la finale de Roland Garros, Djokovic s'exprime. J'ai plus joué contre Rafa que contre n'importe quel adversaire dans ma carrière. Notre rivalité est la plus grande de l'histoire de ce sport. Mais l'américaine Chris Evert n'est pas d'accord. En plus de 15 ans, elle a joué 80 fois face à la tchèque Martina Navratilova dans 60 finales de tournoi. C'est légendaire et extrêmement serré, Navratilova a gagné 43 des confrontations, Evert 37. Leur rivalité, c'est aussi une relation très forte. Elles se sont rencontrées jeunes, 50 ans plus tard, ce qui en ressort, c'est une grande amitié. Elles ont joué ensemble en double, ont eu des chemins de vie souvent comparés, ayant toutes les deux combattu des concerts après leur carrière. Dans une interview, Evert s'exprime. I love the phrase that we're in the trenches together. Like, we've been in the trenches together our whole life. Pourtant, sur le court, comme dans leur personnalité, tout les oppose. D'un côté, Evert, calme, la droitière préfère contrer ses adversaires et jouer sur terre battue. De l'autre, Navratilova, gauchère avec un style de jeu plus offensif, préfère les surfaces rapides comme le gazon. Au début, c'est Evert qui règne en maître, remportant 20 de leurs 24 premiers matchs. Pendant les années 80, tout se renverse, Navratilova enchaîne 13 victoires consécutives. C'est le 8 juin 1985 qu'elle y mettra fin, dans l'une de leurs plus belles confrontations en finale de Roland Garros. Evert démarre bien, empochant le premier set avant de craquer dans le suivant. Elle a déjà assez de regrets, elle n'a pas le droit de perdre ce match. Commencent les 2 plus grands jeux de l'histoire du tennis féminin. Une démonstration de la part d'Evert parvenant à lober Navratilova et à la faire tomber physiquement puis moralement quand elle remporte enfin le match. L'accolade entre les 2 joueuses est symbolique, elle montre au monde qu'elles s'apprécient à une époque où Navratilova, naturalisée américaine depuis 1981, est soupçonnée de dopage par le public de son nouveau pays et de sa rivale de
toujours. Evert prend sa retraite en 89, Navratilova continue pour remporter son 18e titre de Grand Chelem, autant que sa rivale. Pendant 12 ans, elles se sont partagées la première place mondiale à l'exception de 23 semaines. Avant ça, c'est Billie Jean King et Margaret Court qui dominent le tennis féminin. 32 confrontations dans la finale de Wimbledon en 1970 que Court remporte, sachant qu'elles étaient toutes deux blessées. Ce qu'on retient aussi de leur rivalité, c'est la bataille des sexes. Bobby Riggs, champion de tennis et misogyne autoproclamé, veut prouver que le tennis féminin est bidon en affrontant King. Elle refuse, c'est Court qui s'y frotte, hélas, elle perd rapidement. 4 mois plus tard, King revient sur sa décision. Le 20 septembre 1973, dans l'Astrodome de Houston, on se croirait dans une parodie. King rentre dans le stade porté par des hommes musclés tels Cléopâtre. Riggs porte une veste Sugar Daddy accompagnée de jolies filles. Il lui offre une énorme sucette, elle un petit cochon pour faire honneur à sa réputation de macho. 30 000 supporters et 90 millions de téléspectateurs, un record. Le début du match ne démarre pas au mieux pour la championne, mais elle a une technique pour gagner, le faire courir pour le fatiguer. Ça marche, elle empoche le set 6-4. Épuisé, Riggs s'incline 3-7-0. Ce match apporte au tennis féminin la crédibilité qu'il méritait. La superpuissance américaine. Durant les années 90, on a eu de grands joueurs, mais les rivalités se sont atténuées, un seul grand duel au sommet. D'un côté, André Agassi, qui n'aime pas vraiment le tennis, avoue en faire tout ça pour son père. Il me dit que si je frappe 2500 balles par jour, cela veut dire que j'en frapperai 17 500 chaque semaine, et donc près d'1 million en une année. Et un enfant qui frappe 1 million de balles deviendra imbattable. Devenu professionnel en 1986, il a remporté 8 titres du Grand Chelem, étant avec Nadal le seul à les avoir tous obtenus en plus des JO en simple. Face à lui, on retrouve un autre grand nom du tennis, Pete Sampras. Il bat de nombreux records, celui du nombre de titres du Grand Chelem remportés avant que Federer ne le dépasse, ayant également terminé 6 années consécutives numéro 1 mondial. Ces deux Américains, au sommet de leur forme, ont livré le plus grand duel de leur époque. Leur première rencontre a lieu au tournoi de Rome en 1989 où Agassi gagne. Sampras a droit à sa revanche l'année suivante, faudra attendre leur troisième confrontation pour que les choses s'enveniment. US Open 90, Sampras, 81e mondial, fait sensation à 19 ans. Il se hisse en finale du tournoi, éliminant deux grands noms du tennis. Face à lui, Agassi, seulement un an plus âgé, a éliminé le tenant du titre en demi-finale. C'est sensationnel, les deux jeunes viennent de mettre hors du ring les stars de l'époque. En finale, Agassi impressionne par son style de jeu ou pour sa coiffure, de bons retours de service, il se démène en fond de cours. Sauf que Sampras c'est encore meilleur, il déchaîne les aces, 12 dans le match, son jeu au filet est impitoyable, chacune de ses frappes éloigne Agassi de la victoire. Score final, 3-7-0. Sampras aura gagné 20 de leurs 34 confrontations, dont 4 finales de Grand Chelem, seulement une pour Agassi. La plus iconique d'entre elles à l'US Open, pas celle qu'on vient d'évoquer, mais un quart de finale 11 ans plus tard. Agassi est vêtu de noir, Sampras de blanc, le contraste est saisissant, l'ambiance new-yorkaise survoltée, 20 000 spectateurs s'apprêtent à assister à 3h30 de show. Agassi remporte le premier set au tie-break, Sampras le second de la même manière. Aucun des deux n'arrive à remporter un jeu de service de son adversaire et à prendre l'avantage sur l'autre, mais Pistol Pete continue sur sa lancée et remporte les deux suivants au tie-break, suite à une faute directe de Agassi qui tire dans le filet. 7-6, 6-7, 6-7, 6-7, un score bien Frisk Corleone. Pendant qu'il se félicite, Agassi lui glissera à l'oreille et gagne le trophée. Malheureusement, Sampras s'inclinera en finale. Agassi racontera plus tard que dès qu'ils se sont croisés dans le vestiaire, les deux champions ont su que cette soirée serait spéciale. Il y avait un truc particulier dans nos regards. Leur dernier match a lieu lors de la finale de l'US Open 2002, remportée par Sampras. Parfaite conclusion d'une rivalité qui avait pris son envol 12 ans plus tôt, lors de la finale qu'il avait aussi remportée. Mais on les a revus ensemble, notamment lors d'un match caritatif en 2010 pour les victimes du tremblement de terre à Haïti. Federer est associé à Sampras contre Nadal et Agassi. Tous équipés d'un micro, la tension monte après que Sampras réalise deux gros services. You always have to go get serious, huh, Pete? Okay, Andre. I'll joke around a little bit. I'm gonna imitate you. Sampras commence à marcher comme son rival en faisant des petits pas, et là, Agassi floppe complètement. Il réplique « Moi aussi, je vais t'imiter », et dit en retournant ses poches « I don't have any money, No, wait, I got $1! » Faisant référence à la supposée radinerie de Sampras, vexé, il envoie directement son service en direction de son rival, alors qu'il devait servir sur l'espagnol. Quelques jours plus tard, Agassi s'est excusé. J'ai essayé d'être drôle, je n'avais que quelques secondes pour trouver un truc. Outre ce petit chambrage assez rigolo, la relation entre Agassi et Sampras est basée sur un profond respect. Dans le tennis féminin, l'Amérique a aussi dominé à plusieurs reprises. Au début des années 2000, 13 grands chelems sur 15 d'affilée sont remportés par 4 joueuses américaines différentes, notamment par les sœurs Williams. Ensemble, elles ont gagné tous
les grands chelems en double et même les Jeux Olympiques et se sont affrontés 9 fois en finale de matchs simples. Aujourd'hui, à 43 ans, Venus Williams continue de surprendre, n'ayant toujours pas mis un terme à sa carrière, contrairement à sa petite sœur Serena, sa plus grande rivale. Toutes les époques ont eu le droit à leur champion. Actuellement, c'est la fin d'une période dorée marquée par le Big Three, mais nous continuerons de célébrer leurs exploits et ceux des légendes dont on a parlé dans cette vidéo, en espérant qu'ils inspirent la génération des joueurs à venir. Alors selon vous, qui seront les prochains? Carlos Alcaraz va-t-il régner seul sur son trône ou trouver un rival à sa hauteur parmi Casper Ruud, Holger Rune ou encore Yannick Sinner? Est-ce qu'enfin un Français à l'image d'Arthur Fils ou Hugo Humbert saura sortir du lot et nous faire rêver comme Yannick Noah ou les 4 mousquetaires? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, c'était Trikim, allez ciao tout le monde.